merci de nous avoir donné l'occasion de cette aventure. Alors, moi, je voudrais rapidement, en 3 points, un peu vous présenter comment je vois la problématique de ce séminaire. Il est évident que chaque séance va rebrasser tout ça, mais juste quelques points de réflexion qui viennent évidemment des sciences sociales sur notre sujet, donc qui a la forme d'un triangle. Hein. Vous avez donc avec chacun des angles de ce triangle, sexualité, filiation, procréation pourrait à soi tout seul être immensément interrogé, mais ensemble, ça déjà il y a quelque chose qui est restreint, si vous voulez. On les met tous les 3 ensemble et quelque chose qui se restreint. Alors le premier point. Les ethnologues, les anthropologues et finalement aussi les sociologues ont l'habitude de saisir les sociétés qu'ils traitent comme un ensemble où les gestes, les pratiques, les techniques sont enveloppés par ce qu'ils appellent la culture. Non pas la culture cultivée, mais la culture au sens de l'anthropologie, c'est-à-dire l'ensemble des significations, des images, des signes qui aident à lire, à percevoir, à juger, à imaginer ce à quoi on a affaire. Et le rapport au temps, le rapport à l'espace. Évidemment, dans cet ensemble, la question du corps, de la filiation, vous imaginez, c'est absolument central. Je vais y venir. Mais le point qui me semble qu'il faut comprendre, c'est qu'au sein des sciences sociales, le plus souvent, le chercheur a tendance, implicitement, ces choses-là ne sont pas explicitées, à enfermer dans une espèce d'unité son objet de recherche et à mettre ensemble gestes, pratiques, techniques, culture, comme une espèce de tout. C'est-à-dire la dimension inachevée de l'objet. Alors pour les ethnologues, ils sont presque obligés, puisqu'ils ont souvent, pour les groupes culturels non occidentaux, situés en dehors de l'ère, appelons-la occidentale, qui s'étend maintenant sur toute la planète, eh bien, en général, ils ont eu tendance à percevoir leur société comme close. D'ailleurs, ils les ont appelés ainsi. Et d'une certaine façon, les gestes, les pratiques, les techniques étaient enveloppés par cet ensemble de significations tressées, compliquées, contradictoires, mais appelées culture, et qui les enveloppe et les entoure, si vous voulez. Tout ça est pris dans son unité. Il me semble que notre sujet, notre triangle, nous met en situation de comprendre que tout à coup, nous sommes dans un espace où la culture, l'ensemble de ses significations qui nous aident à percevoir, à percevoir peut-être le moindre objet, eh bien, cette espèce de cercle qui enveloppe nos gestes, nos coutumes, nos façons de nous rencontrer, la différence des sexes, toutes ces choses-là, cet ensemble tout à coup se trouve comme brisé, comme blessé, comme déchiré par une espèce d'avancée des techniques avant que l'ensemble des significations soit tressé autour de cette avancée. C'est-à-dire qu'on a l'habitude, donc, par exemple, pour interpréter tel type de coutume, je sais pas, tel rituel de mariage, ou tel, on l'inscrit dans sa culture pour une société plus traditionnelle, ou le rapport, pas justement, le rapport, pourquoi dans tel type de culture, c'est plutôt l'oncle maternel qui sera mis en situation d'être, comment appeler ça, guillemets, paternalisé, si vous voulez, dans cette question, qui est le père. Mais nous, on n'a pas, on est dans une situation assez inédite, c'est-à-dire d'avoir des faits techniques, pour des raisons qu'un socio-anthropologue comme Bruno Latour pourrait nous expliquer, mais aussi de l'avancée des sciences, qui, chaque jour, chaque pas dans les laboratoires, quelque chose qu'on ne maîtrise pas, comme une espèce de bateau qui avance et on ne sait pas exactement quel est le centimètre qui a été parcouru. Parce que maintenant, c'est en interaction, c'est sur l'ensemble de la planète. Il n'y a pas de lieu précis, tel laboratoire, tel autre, puis d'un coup, toc, toc. On en parle comme d'une fiction, toc, et c'est là, et quelque chose se passe, et c'est invisible, et tout à coup, ça fait... Donc il y a cette avancée d'un ensemble de faits différents les uns des autres, mais qui concernent sexualité, filiation, procréation, et cette avancée déchire notre culture, qui elle-même est stratifiée, est ancienne, assigne à chacun des sexes un rôle. Et c'est cette déchirure qui crée un désordre. Et c'est un désordre dans lequel on est actuellement, on est dans l'œil du cyclone, tranquille, dans cet amphithéâtre merveilleux, mais
les articles dans les journaux, le champ juridique, le champ scientifique, tout. On s'interpelle, on désigne, on invente des catégories, il y a crime contre l'humanité, crime contre l'espèce humaine, etc., etc. Donc c'est ce premier point, je voulais dire. Le deuxième point, c'est cette question de la culture, de notre culture contemporaine. C'est facile, c'est un mot terrible. En réalité, des historiens, des anthropologues montrent bien comment elle est stratifiée, comment elle est baignée, qu'on le veuille ou non, d'une histoire ancienne dont André Burguière va nous parler tout à l'heure. Elle est de valeurs qui sont héritées même dans l'univers profane, d'une histoire religieuse profonde, surtout pour les sujets qui nous intéressent. Mais elle est quand même baignée aussi par la diffraction des énoncés, des acquis de la science. Alors là, il me semble que la référence au livre écrit en 1919 par Max Weber, elle est centrale, Le savant et le politique. Au fond, jadis, il y avait la religion, et puis il y a eu le désenchantement du monde, expression empruntée à Marcel Gauchet, comme vous savez, et puis maintenant nous sommes dans la science, la réalité, etc. En réalité, Max Weber dit très clairement notre rapport à la science, c'est-à-dire que c'est un rapport de confiance aux scientifiques, on lui délègue. C'est une espèce de croyance dans son genre, que lui sait, moi je ne sais pas, je n'y connais rien, ces gamètes, cette chose-là, mais lui il le sait. Donc en réalité, vous êtes très peu nombreux à être d'éminents scientifiques. Nous sommes tous des citoyens qui n'y comprenons rien, mais on fait confiance, on a délégué, et c'est ça, le savant et le politique. Le politique et le citoyen font confiance au savant. Et on est dans cette rapport-là à la science. Il faut s'en souvenir. On est dans ce rapport de transaction, de lien social. Alors, il me semble que dans cette question de la culture, le troisième aspect, c'est que cette dimension du corps, mais pas le corps au sens la silhouette humaine, ce mammifère, etc., mais le corps un peu défini comme l'a fait le formidable penseur Merleau-Ponty, c'est-à-dire comme ce qui permet, finalement ça recoupe les avancées actuelles de la cognition, c'est-à-dire ce qui permet, c'est à la mesure de la présence au monde, le mot corps devient idiot, qu'on crée la réalité. C'est-à-dire la réalité est absolument une espèce de façon, une traduction de la présence au monde entière, c'est-à-dire aussi physique, mais entière, si vous voulez. Et donc la question de ce corps est centrale. Et l'anthropologie tout entière a désigné comme matrice qui permet la formation de la possibilité d'une culture, a posé cette question du corps. Et donc, qui dit corps dit différence des sexes, comme l'a bien inscrit et décrit Françoise Héritier depuis une dizaine d'années. Et la différence des sexes, la filiation, toutes ces choses-là sont finalement centrales dans la question de la culture. Donc, pour reprendre mon premier point, vous voyez bien que notre séminaire se situe à une période où quelque chose de central dans l'organisation d'une culture, même dans sa possibilité, est en péril, est en train de bouger et déchirer. Ce sont des interrogations que toute culture assigne une réponse à d'où vient l'enfant, le chou, la rose, etc. Qu'est-ce qu'un père, qu'est-ce qu'une mère, qu'est-ce qu'un grand-père, comment... Toute culture propose une solution et explique s'il y a une âme, si l'ombre joue un rôle signifiant dans l'identité humaine, etc. Toute culture propose une théorie de ça. Et nous sommes à une période où, à cause des avancées devant lesquelles nous sommes à la fois éblouis et terrifiés de la science, eh bien, toutes ces choses-là, on doit les repenser. Donc voilà. Alors, finalement, ce séminaire, à son degré... à son niveau, s'inscrit un peu dans cette aventure collective passionnante. Alors donc maintenant, on commence, voilà, passer la parole à André Burguière. André Burguière est historien, directeur d'études à l'École de hautes études, et surtout, à mon avis, c'est l'historien, je pense, qui a travaillé la question de l'histoire de la famille, mais d'une façon... à la fois hétérogène et synthétique. Je pense que c'est l'historien le plus pertinent, compétent sur ces questions actuellement
Voilà, en France, voilà, je le pense vraiment. Et on est très heureux de l'écouter. Ce jugement qui m'accable. Mais je dirais que je suis amené une fois de plus à me poser la même question. Qu'est-ce que l'histoire, qu'est-ce que le regard de l'historien peut apporter à la compréhension d'un débat aussi actuel, d'un problème aussi actuel que celui qu'on pose aujourd'hui? Et je suis amené toujours à me faire la même réponse, c'est-à-dire aider, au moins peut-être, à relativiser nos diagnostics. Servir non pas de tranquillisant, mais aider à la compréhension de la particularité de la situation que nous vivons. Car les gens de ma génération, et même je pense les plus jeunes, depuis une quarantaine d'années, ont l'impression d'assister, de participer à un bouleversement anthropologique fondamental, avec l'accès libre aux contraceptifs efficaces, la légalisation de l'avortement, et d'autre part, avec l'apparition des techniques de procréation assistée. Un bouleversement qui, d'un certain côté, nous enthousiasme pour la possibilité que ça donne de choisir la procréation ou non, pour la liberté en particulier que ça a apporté aux femmes, cette réappropriation du corps, et puis aussi peut-être certaines inquiétudes malgré tout sur les effets de brouillage que ces nouvelles modalités apporteraient à la fois au vécu et même à l'organisation de la parenté. Sommes-nous en train de quitter l'ordre naturel pour l'aventure incertaine d'une sorte d'individualisme démiurgique? L'inquiétude n'est peut-être pas sans fondement, mais l'idée en tout cas est fausse. Et j'entends comme idée l'idée que nos comportements et l'organisation de nos sociétés concernant la procréation et la filiation étaient dictés depuis toujours par le respect des mécanismes biologiques de la reproduction et des mécanismes génétiques de la transmission des caractères héréditaires, parce que ces mécanismes, le monde savant d'abord et la sagesse populaire ne les connaissent que depuis, je dirais, à peine un siècle, et nous avons encore bien des choses à découvrir. Or, toutes les sociétés ont cherché, par leur théorie comme par leur pratique, à comprendre la procréation et à agir sur elle. Toutes les sociétés se sont construites des systèmes de parenté avec des interdits de mariage, sans que ces interdits aient été fondés, par exemple, sur la connaissance des effets biologiques de la consanguinité et sur le désir de les éviter. Et toutes les sociétés ont donné un sens à la filiation. Et j'aimerais évoquer quelques aspects donc, de la façon dont nos ancêtres lointains ou moins lointains ou plus récents concevaient et vivaient successivement les rapports entre la sexualité et la procréation et, dans une deuxième partie, le problème de la filiation. Il faut d'abord dire que notre vision spontanée, c'est bien sûr que sexualité et procréation, que les deux se sont pendant très longtemps confondus, jusqu'à une époque récente, celle de la modernité, qui nous a conduit à séparer les deux avec des avantages que j'ai signalés à l'instant. La procréation devient un choix, surtout pour la femme, et avec des risques, c'est-à-dire que le progrès technique permet de distinguer les deux au point que la conception devient possible même sans relation sexuelle et que ces nouvelles modalités perturbent la perception de son identité, de sa filiation. En réalité, la plupart des sociétés ont toujours tenu à distinguer, et beaucoup plus que nous, les deux. Et les sociétés antiques, j'entends les sociétés antérieures au christianisme, beaucoup plus que les sociétés modernes. D'un côté, il y avait l'amour et le plaisir, qui pouvaient être liés à des relations hétérosexuelles et homosexuelles. Presque toutes les sociétés antiques avaient là-dessus été plus tolérantes que les sociétés modernes, plus ouvertes. Et de l'autre, il y avait la fabrique des enfants, qui impliquait
pour les mentalités populaires comme pour le monde savant, une approche tout à fait pragmatique. Disons que le problème essentiel qui occupait l'imagination des savants et de Monsieur Tout-le-Monde ou de Madame Tout-le-Monde, c'était de savoir comment on pouvait arriver à fabriquer soit un garçon, soit une fille. Disons, faire des garçons ou faire des filles, c'était, quand on lit les traités savants, les plus vieux traités des médecins comme Hippocrate ou Galien ou Soranos, qui sont les grands médecins de l'époque romaine, qui sont des Grecs, mais du monde hellénistique, mais de l'époque romaine. Si on lit les grands textes philosophiques, les présocratiques, Platon ou Aristote, qui a énormément écrit sur le sujet, ou si l'on essaie de retrouver indirectement le savoir populaire, qui n'était pas le plus négligeable, en particulier ces sortes de maximes ou de préceptes de matrones qui ont été transmis, recueillis et écrits souvent, sur lesquels de matrones grecques, sur lesquels Aline Roussel a travaillé. Il mêle beaucoup d'idéologie et un peu d'observation. L'observation, d'ailleurs, la plus sûre étant souvent du côté des matrones, plus que du monde savant. L'idéologie, c'est d'abord que le partage sexuel est lié à l'ordre du monde. Il y a une organisation générale qui met d'un côté le masculin, le chaud, le sec, la droite, et de l'autre côté le féminin, le froid, l'humide, la gauche. Et si bien que si l'on veut arriver à faire un garçon, eh bien, la meilleure méthode, dit à peu près toute la médecine antique, c'est qu'il faut d'abord que la semence sorte du testicule droit et puisse atteindre la partie droite de la matrice. Si la semence du testicule droit atteint la partie gauche de la matrice, ça donnera un homme, un garçon, mais un peu efféminé. Si c'est la semence du testicule gauche, ça donnera une fille parfaitement féminine si ça atteint la partie gauche de la matrice, un peu masculine la partie droite. Bon, vous voyez le raisonnement. Et l'idée, en revanche, d'un apport fécondant féminin est pratiquement inconnue. C'est-à-dire, la médecine antique, même Aristote, repère l'existence de ce qu'ils appellent une semence féminine qui apparaît, entre autres, qui s'écoule pendant le coït, mais qui, pour eux, n'a pas de fonction fécondante. C'est-à-dire, la femme apporte la nourriture, essentiellement par son sang. Et, pour donner une idée de la lenteur des connaissances, des découvertes, l'existence des ovaires, qu'on appelle d'ailleurs les testicules, n'apparaît qu'à la Renaissance. Elle est avec à la fois un mélange de suppositions et de descriptions anatomiques. La médecine antique se préoccupait d'abord, effectivement, le plus important, c'est de savoir comment on fait les filles, comment on fait les garçons, mais aussi, éventuellement, de méthodes contraceptives, dans la mesure où les rapports sexuels n'étaient pas forcément liés à la procréation. Il fallait donc prévoir pour des solutions de confort, pour des gens qui voulaient avoir des rapports sexuels non fécondants, ou aussi développer le savoir, la connaissance des prostituées, qui jouent un rôle important, si bien qu'il y a dans tous les traités de médecine des descriptions aussi assez précises des techniques contraceptives qui étaient connues à l'époque. Tout ceci va changer effectivement avec le christianisme. On a cru pendant longtemps que le christianisme avait du jour au lendemain balayé, changé le monde et remplacé cette sorte de vision ouverte, assez empirique, amorale, disons, de la sexualité du monde païen, ce qui n'est pas d'ailleurs exactement vrai, en une vision au contraire très rigoureuse, dépréciative de la sexualité et très codifiée de ce qui est permis et de ce qui est interdit. On sait maintenant que, en fait, la mutation a été un phénomène beaucoup plus complexe. En réalité, il ne faut pas oublier que le christianisme n'a pas conquis
le monde romain immédiatement au 1er siècle. Ça, c'est un peu la légende dorée de l'Église, par le message universel de justice de l'Évangile et grâce aux premiers convertis dans les milieux populaires, les prostituées de Corinthe, etc. Le christianisme a conquis le monde romain 3 siècles plus tard, au moins 3 siècles plus tard, et par l'élite, par le haut de la société, par la conversion de l'aristocratie romaine. Et entre les deux, eh bien, il y a eu une grande évolution morale du monde romain, et c'est cette évolution morale qui explique en grande partie, comme l'ont montré Paul Venn récemment, Michel Foucault dans l'histoire de la sexualité, qui ont changé les comportements. C'est-à-dire qu'avant le christianisme, c'est le rôle essentiel du stoïcisme, c'est-à-dire d'une philosophie qui vise à se détacher de ses pulsions, se détacher aussi des demandes de son corps, arriver à une maîtrise de soi qui tienne à distance les exigences du corps et qui entraîne une attitude de méfiance, de suspicion, sinon de mépris, entre autres à l'égard de la sexualité. Cette philosophie qui a été peut-être à l'origine une sorte de philosophie de libération face au despotisme, puisqu'elle permettait de conquérir une liberté intérieure. Si mon corps t'appartient, dit Épictète, ma liberté est à moi, mon esprit est à moi, elle est devenue vite l'idéologie de la classe dirigeante de l'Empire. Et c'était une idéologie qui servait justement à éduquer une humanité supérieure où on apprenait justement la maîtrise de soi, qui était indispensable pour le gouvernement, justement. Il fallait donc des êtres de qualité supérieure qui savaient tenir en respect leurs pulsions par une sorte de détachement du corps et de mépris du corps. Et c'est cette attitude de mépris ou de distance à l'égard du corps qui a entraîné aussi une dévalorisation de l'amour comme réalité, je dirais, fonctionnelle, sexuelle, au profit du sentiment, et qui a entraîné d'ailleurs une sorte de valorisation même encouragée par l'Empire. Ça, Paul Venn a décrit ça un peu en se référant à l'idéal type weberien de l'État bureaucratique, c'est-à-dire c'est parce que l'ancien chef de clan romain qui devait manifester sa force, y compris sa force sexuelle, est devenu un fidèle serviteur, c'est-à-dire au service de l'empereur, et doit lui plaire, qu'il doit se montrer aussi discipliné dans le privé que dans le public, et il doit paraître aussi bien comme un bon père de famille et un bon époux que comme un bon serviteur de l'empereur. D'où un changement d'attitude qui valorise l'amour dans ce qu'il a de plus sentimental, la fidélité, aux dépens de l'exercice de la sexualité. Ce que le christianisme a peut-être apporté d'une tradition alors proprement judaïque, c'est la catégorie du pur et de l'impur, très marquée sur justement, et à partir de laquelle on va codifier dans la sexualité ce qui est permis et autorisé et interdit, et puis aussi tous ces courants ascétiques, mais qui n'étaient pas particulièrement d'ailleurs d'origine juive, qui étaient plutôt hellénistiques, de l'époque justement de la période hellénistique, des cultes initiatiques, et qui valorisaient en particulier l'abstinence. Et on voit certains courants, d'ailleurs parallèles au christianisme, comme la communauté de Qumran, la fameuse communauté des Esséniens, visiblement marquée par ces courants, cette mystique hellénistique, avait introduit dans le judaïsme justement l'importance de l'abstinence, de la chasteté, etc. Donc, la synthèse chrétienne, si on peut dire, si on prend saint Paul comme c'est un peu le Lénine du christianisme, celui qui a fixé la doctrine, etc., et qui a organisé l'Église en même temps. En gros, la sexualité est mauvaise pour lui, donc, puisqu'elle est entachée les mauvaises depuis le péché originel, et elle est l'élément de circulation par excellence du péché originel. Et donc, mais elle est en partie nécessaire à la reproduction, voulue par Dieu pour reproduire l'espèce. Donc, elle est une sorte de mal nécessaire, et elle n'est autorisée que dans le cadre du mariage. Et le mariage n'a de sens, justement, et que de cette sorte de sexualité permise. Mais
le statut idéal. Le mariage sont pour ceux qui brûlent, comme dit saint Paul, mais pour ceux qui en sont capables, l'état supérieur, c'est bien sûr la chasteté. Donc, ce mépris général, cette attitude de suspicion à l'égard de la sexualité, fait que, on le découvre maintenant, par exemple le livre de Noonan sur contraception et mariage l'a bien montré, ou le travail plus récent de John Boswell sur les attitudes à l'égard de l'homosexualité au Moyen-Âge, qu'il y a dans le Haut Moyen-Âge un rejet tellement global de la sexualité qu'à l'intérieur de ce rejet, on ne distingue pas ni le type de pratique, ni la sexualité au fond conjugale et non conjugale. D'autant plus qu'il faut bien dire que tous ces traités sont écrits par des gens qui sont des clercs et qui en principe n'ont pas accès à la sexualité. Ce qui les amène d'ailleurs à avoir, selon Boswell, mais il donne des textes assez convaincants, au moins jusqu'au XIIIe siècle, une attitude plutôt compréhensive à l'égard de l'homosexualité. D'abord parce qu'ils la connaissent par les textes, puisque c'est eux qui recopient certains textes antiques, comme Ovide, etc. Et quand ils ont une certaine expérience de la sexualité, c'est plutôt, pour les moines, l'homosexualité qu'une autre. D'où et par ailleurs, par exemple, la contraception n'est pas distinguée des autres formes. Il y a une sorte de hiérarchie sur ce qu'on appelle la sexualité est traitée dans ce qu'on appelle les pénitentiels, qui sont des tarifs de péché et qui décrivent toutes les situations possibles, d'ailleurs avec beaucoup d'imagination, puisqu'on essaie de décrire jusqu'à la limite de l'imaginable, beaucoup plus que le reflet de la réalité, tout ce qui est condamnable dans les pratiques de la sexualité. Et il y a déjà au XIIIe siècle, au fond le XIIIe siècle aurait pu être une première renaissance, un effort de catégorisation, et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on commence que l'Église commence à avoir une attitude plus sévère, à la fois à l'égard des hérétiques, à l'égard des homosexuels, à l'égard des minorités, à l'égard des juifs par exemple. Il y a un effort de rationalisation, dans le sens un peu foucaldien du terme, qui déjà peut-être montrait une attitude plus intrusive à l'égard de la sexualité, si on distinguait plus précisément ce qui est autorisé et ce qui est banni. Mais c'est surtout à partir de la Renaissance, où en fait les réformes religieuses, aussi bien les réformes protestantes que catholiques, se traduisent surtout par une volonté non seulement de changer les comportements religieux, mais de moraliser et d'encadrer, de fournir à la population un encadrement moral beaucoup plus précis. Et en particulier, ça se manifeste par une attitude beaucoup plus répressive à l'égard de la sexualité. C'est la période où on ferme les bordels, les étuves, et où on manifeste. Dans les milieux protestants, d'ailleurs, ils ont été au début, c'est peut-être eux qui ont été les premiers à prendre des mesures répressives plus fortes, et ensuite aussi dans le monde catholique. Et la préoccupation générale, c'est surtout d'enfermer la sexualité à l'intérieur de la vie conjugale. Alors, dans ce contexte, les historiens se sont posé la question, ça a donné des débats importants, se sont demandé pourquoi la France a eu dans ce contexte une sorte de précocité, puisque la France semble, la population globalement, semble s'être convertie au contrôle des naissances et pratiquer la limitation des naissances bien avant les autres pays d'Europe. On connaissait cette précocité d'abord par des textes qui les dénonçaient au XVIIIe siècle, les funestes secrets, on parle mot, qui pénètrent jusque dans nos campagnes, c'est-à-dire pour lui justement des techniques condamnées, immorales, qui étaient le propre des classes supérieures et puis qui passent aux classes populaires. Et puis au XIXe siècle, ça devient une inquiétude même du monde politique, etc., parce qu'on observe un déclin de la population française. Et ce déclin de la population française, alors que tous les autres pays d'Europe sont en pleine expansion, met l'accent apparemment sur le mal français, sur le fait que cette baisse de la natalité est liée à un comportement malthusien. Le premier, d'ailleurs, ecclésiastique, c'est un texte intéressant, c'est Monseigneur Bouvier, qui était évêque du Mans, qui écrit même au Vatican en 1834, parce qu'il a une expérience de confesseur, pour se demander s'il ne faudrait pas que l'Église revoie sa position.
car il observe que quand on leur pose la question, justement, quand on les interroge sur ces pratiques, d'abord, les gens en confession s'indignent qu'on s'occupe de ces problèmes-là. En principe, l'air de dire ça ne vous regarde pas. Et puis, si on leur dit qu'il faut qu'ils renoncent à ces pratiques, ils préfèrent quitter l'Église. Donc c'est d'ailleurs intéressant parce que par ce témoignage, on a l'indication qu'en réalité, ce n'est pas la déchristianisation qui a propager le contrôle des naissances, mais peut-être qu'au contraire, la diffusion du contrôle des naissances a contribué à développer la déchristianisation. En tout cas, bon, il y a eu des débats, je n'ai pas le temps non plus d'entrer dans le détail, et qui se sont fixés sur cet interdit religieux. Et comme les premières évidences que l'on avait à partir des méthodes mises au point par des démographes, avec la reconstitution des familles, le calcul de la fécondité dite conjugale, qui permet d'identifier, de distinguer une population qui pratique la limitation des naissances d'une population qui ne la pratique pas, apparemment les premières recherches montraient que la conversion à la limitation des naissances était contemporaine de la Révolution, ce qui donnait l'impression que ça pouvait s'expliquer comme un phénomène de déchristianisation. Et puis, peu à peu, on a été obligé de remonter dans le temps, et maintenant, il apparaît qu'en France, la limitation des naissances était apparue dans certaines grandes villes, jusque dans les classes moyennes, dès la fin du XVIIe siècle. Donc à une époque où la population était au contraire très christianisée, et c'était même la période la plus intense de la réforme catholique. Donc ça ne peut plus s'expliquer par un phénomène de déchristianisation. Et mon hypothèse, c'est qu'au fond, ça doit au contraire s'expliquer par l'effet culturel des réformes religieuses. Non pas les réformes religieuses, au contraire, devraient conduire à mieux respecter l'interdit, puisque non seulement elles interdisent, mais cet interdit, qui jusqu'alors était un petit peu oublié ou circulait dans les traités de théologie, est exprimé dans les sermons, dans la prédication, c'est-à-dire on informe les gens. Et je crois que là, il faut être weberien, puisque tu avais fait allusion tout à l'heure à Max Weber, c'est-à-dire faire un peu le même raisonnement pour la sexualité que celui qu'il avait fait pour le rapport entre l'éthique protestante et le capitalisme. C'est pas l'interdit du protestantisme, puisque le protestantisme n'interdisait pas le pré-intérêt, qui favorisait le capitalisme, c'est les conséquences de l'éthique protestante, de sa conception de la grâce, sur l'attitude, justement, à l'égard de ce qui est le juste travail, de ce qui est le juste prix, etc., qui conduisait à ce miracle qu'aucune religion n'avait obtenu jusqu'avant, c'est-à-dire de valoriser à la fois l'épargne et l'accumulation de la richesse. C'est-à-dire, si il est permis de gagner de l'argent et en même temps s'il faut épargner, c'est comme ça qu'on fabrique le capitalisme. Eh bien, pour la sexualité, je dirais que s'il y a une particularité de la France, c'est qu'elle a subi plusieurs réformes religieuses. Il y a eu la réforme protestante qui a été importante. Il y a un moment où la France a failli basculer, au milieu du XVIe siècle. Donc il y a beaucoup qui a marqué. Il y a eu ensuite la réforme catholique classique, c'est-à-dire celle des jésuites. Et puis il y a eu, je dirais, presque une troisième réforme, qui est une réforme de type jansénisante, austère, hostile justement aux jésuites. Or, ces trois réformes avaient quelque chose à dire sur la sexualité, mais avaient à la fois des attitudes et des principes contradictoires. Pour les protestants, il fallait responsabiliser les couples, mais il ne fallait pas entrer, disons, dans le secret de l'intimité. Autrement dit, ça poussait les gens à prendre en charge leurs décisions, mais en même temps à s'enfermer dans le secret de l'intimité conjugale. La réforme catholique, c'est l'inverse. La réforme des jésuites, c'était, par la confession, au contraire, contrôler les gens de près et en même temps les amener à mesurer exactement leurs responsabilités. C'est-à-dire, par exemple, pour une femme, savoir si elle-même, dans sa vie conjugale, elle avait avec son mari justement des pratiques sexuelles qui n'étaient pas tout à fait conformes, savoir si c'était elle qui en était responsable ou son mari. Donc, il fallait poser des questions précises et donner des explications précises. Ce qui a contribué, effectivement, là, au contraire, à donner une sorte de science
de scientia sexualis à des gens qui avant peut-être avaient des idées assez faibles. La grande bête noire des jansénistes, Sanchez, qui a fait un traité justement de théologie conjugale. Ce traité a eu un succès, ce best-seller. Visiblement, il n'a pas été acheté uniquement par des théologiens parce que c'était un manuel d'initiation sexuelle en même temps. Et effectivement, une partie du clergé, et les jansénistes particulièrement, qui avaient une telle aberration, une telle horreur de la sexualité que pour eux, il fallait se taire, il fallait au contraire faire silence dessus, détester cette attitude. Et l'attitude janséniste, qui a eu beaucoup d'importance en France, parce qu'elle a formé jusqu'à la fin du XVIIIe siècle beaucoup de curés. Elle restait vivante dans les séminaires, elle a formé le petit clergé, ceux qui étaient en contact avec la population. Et là, c'était une horreur de la sexualité. Et il faut justement en parler le moins possible parce que le pouvoir de l'imagination, les jansénistes accordent beaucoup d'importance à penser, il y a des grands développements de Pascal là-dessus, à l'imagination, ne peut que, au contraire, inciter au péché. Donc, ce qu'il faut, c'est faire silence. Et si on considère que ces trois réformes se sont un peu superposées, ça veut dire qu'elles ont à la fois, elles ont additionné leurs effets, c'est-à-dire qu'elles ont enfermé les couples dans une sphère d'intimité. L'idée que ces problèmes étaient de leur ressort, qu'ils n'avaient plus à en rendre compte à une autorité extérieure, et en même temps, elle les a amenés peut-être à être plus conscients à la fois des responsabilités, des aspects techniques du problème. Or, quand on compare ce changement historique avec des études qui ont été faites sur des populations contemporaines. Dans les années 60, les études très à la mode sur... j'ai encore 5-10 minutes, hein, oui. Mais je vais aller plus vite maintenant. Les études très à la mode en sociologie du développement, à l'époque on parlait du tiers-monde ou des pays sous-développés, à l'époque c'était que le meilleur levier du développement, c'était le planning familial. Donc, on se disait, il faut savoir comment faire pénétrer le plus facilement l'idée du planning familial dans ces populations. Et il y a eu, entre autres, plusieurs études qui ont comparé la réception du planning familial en Inde et la réception à Porto Rico. En Inde, pays où disons, le cadre religieux, la formation religieuse n'avait aucun interdit à l'égard de la contraception, cette réception a été très lente, très difficile. Grande hostilité de la population, alors qu'à Porto Rico, où l'arrière-plan religieux était plutôt chrétien, en gros, ça a été même le laboratoire de certaines pilules contraceptives américaines, ça a été adopté très vite. Pourquoi ? Eh bien, leur conclusion, c'est que ce n'est pas l'interdit religieux qui compte, c'est le climat, disons, décisionnel, c'est-à-dire de la cellule conjugale quand elle existe. Or, en Inde, on a encore des couples avec une différence d'âge importante, l'homme est beaucoup plus vieux, les rapports sont des rapports autoritaires, le couple ne se parle pas, donc rien ne favorise, de ce point de vue-là, une prise en charge, un changement de comportement. Et on continue à valoriser énormément la nombreuse famille, ça veut dire une famille heureuse, respectable, un homme qui tient son rôle, etc. Alors qu'à Porto Rico, c'était le modèle de ce qu'on appelle la famille matricentrée, c'est-à-dire que c'était une femme qui élevait seule ses enfants très souvent avec sa mère, et le mari qui était un passager. En général, ils avaient eu des enfants avec des partenaires successifs. Il ne faisait que passer, et il n'a pas d'autorité, véritablement. C'est le modèle qui est en train de gagner l'Europe, d'ailleurs, entre parenthèses. Mais il était... donc, la femme n'avait aucune difficulté à décider elle-même, et elle décidait plus facilement. Or, au XVIIIe siècle, c'est ce qui se passe en France. C'est que cette culture d'intimité, si on y ajoute les effets lointains d'une sorte de démocratisation de la galanterie de cour, qui est un phénomène qui gagne même les campagnes par les chansons, par la littérature de colportage au XVIIIe siècle, eh bien, on voit les premiers témoignages, entre autres d'ecclésiastiques, ce père Féline qui écrit un catéchisme des gens mariés au XVIIIe, qui dénonce le phénomène, bien sûr, il est contre, il le condamne, et il dit que c'est à cause d'une trop grande délicatesse des hommes à l'égard des demandes de leurs femmes. Donc, ça montre bien, c'est ça, c'est qu'il y a discussion, il y a un climat qui est favorable à ce phénomène. Enfin, disons que le changement, pour en arriver à l'époque contemporaine, mais est-ce qu'il y a un vraiment changement ? C'est celui que Michel Foucault a bien décrit dans Le Volonté de savoir, c'est le passage du prêtre au médecin, c'est-à-dire et l'apparition d'une sorte de biopolitique, mais qui en réalité d'ailleurs n'a pas beaucoup changé.
J'avais eu un petit débat, d'ailleurs, moi ça ne me semblait pas, mais il avait assez mal pris ça, je n'avais pas formulé ça comme une critique, mais plutôt comme un prolongement de sa pensée, qu'en réalité, il n'y avait pas, dans le contenu même de la codification de la sexualité, une vraie rupture entre la période du contrôle religieux et du contrôle médical, parce que le contrôle religieux utilisait le concept de nature aussi. Il fallait, on condamnait les positions contre nature, par exemple. Ce qui était permis, c'est que ce qui était justement conforme à la nature. Et le cadre, le normal et l'anormal, la catégorie du pervers qui va apparaître au 19e, c'est la même. Et pour ce qui est de la France, le changement a été faible, puisque pour les raisons politiques que je vous ai données, l'attitude, et finalement, l'État laïque républicain a relayé l'Église dans l'interdit des méthodes contraceptives, etc. Alors, maintenant, brièvement, je serai plus bref, parce que j'ai plus beaucoup de temps, le deuxième volet que je voulais apporter, le problème de la filiation. Là aussi, il faut abandonner l'idée que spontanément, nous aurions tous l'idée d'une filiation bilatérale qui circulerait comme l'héritage génétique. D'abord, la connaissance, comme je vous dis, est récente, et l'idée elle-même est récente. Pour comprendre tout l'enjeu encore actuel de la filiation, il faut revenir au contraire au fondement. Pas exactement au fondement que proposait Françoise Héritier, c'est-à-dire cette découverte à la source de la culture, de la différence sexuelle comme forme d'organisation du monde, mais je dirais de la perception de la dissymétrie de la paternité et de la maternité. Finalement, dans les sociétés les plus primitives comme dans les nôtres, le rapport de l'enfant qui naît à sa mère a la même évidence. Seul un pays cartésien comme la France a pu inventer cette aberration des enfants nés de mères inconnues. On ne peut pas naître, pour la sage-femme, vous qui êtes présent, personne ne peut pas naître de mère inconnue. En revanche, jusqu'à une époque tout à fait récente, la paternité n'a été qu'un phénomène probable. Finalement, l'évidence de la paternité n'est possible que depuis qu'on peut faire une analyse de l'ADN. Et on pourrait construire, d'ailleurs, ça a été fait, dans une optique féministe, toute une théorie de la civilisation sur cette difficulté. C'est justement parce que le rôle de l'homme dans la procréation est improbable, est incertain à tout point de vue, que par renversement, il a dû résoudre cette incertitude et cette vacuité en s'attribuant au contraire l'essentiel, le pouvoir, etc. Et toutes les sociétés, finalement, dans leur codification, ont dû résoudre ces incertitudes. Et celle du droit romain est d'ailleurs la plus admirable, ça c'est le style du droit romain, et père celui qui se déclare père. C'est-à-dire, c'est un acte d'autorité, et qui donc fait du père le dépositaire même de l'autorité, parce que et en même temps qui en fait le propriétaire de l'enfant. De l'enfant né et même quasiment de l'enfant à naître. Quand je vous disais que les techniques actuelles ne sont pas totalement nouvelles, du coup, la mère, dans la société romaine, est un ventre essentiellement. Et un ventre avec lequel on peut faire du trafic. On faisait un trafic volontiers dans la classe dirigeante, comme on pouvait répudier, vous savez, facilement une femme, et l'une des bonnes manières que l'on pouvait faire à un ami, c'était de lui céder sa femme, c'est-à-dire la répudier pour la lui donner. Et si on la lui donnait enceinte, c'était encore mieux. C'est ce qu'a fait Claudius Néron pour son ami Auguste, l'empereur, qui lui a cédé sa femme Livie alors qu'elle était enceinte. Elle a couché 3 mois après, ce qui a fait dire aux Romains que chez les couples heureux, les enfants venaient au bout de 3 mois. Bon. Mais justement, c'est cette sorte d'appropriation de droit de la paternité qui, du coup, instrumentalise le ventre de la femme. Or,
là encore, le changement est effectivement, la mutation de la christianisation a été très importante. L'anthropologue Djagoudi a développé toute une théorie selon laquelle, observant d'ailleurs qu'il y a une rupture, curieusement cet ethnologue donne une hypothèse parfaitement historique, il observe que jusqu'au christianisme, au nord et au sud de la Méditerranée, on a les mêmes systèmes de parenté. Le mariage maghrébin actuel, c'est-à-dire le mariage préférentiel avec la cousine parallèle patrilinéaire, c'était le mariage de la cousine épiclère à Athènes, c'était classique, ça existait aussi dans la société romaine, etc. Et c'est devenu interdit après la christianisation. Donc, il donne une hypothèse tout à fait historique que l'Église a élaboré tout un tas de codes qui visaient d'abord à limiter le pouvoir des familles et à faire obstacle à la transmission des héritages. D'où la multiplication des interdits de parenté, d'où aussi l'interdiction des remariages. Là, je crois on peut dire méfiance à l'égard des remariages, parce qu'ils n'étaient pas très bien vus, et ensuite, au Moyen-Âge, au contraire, dans l'Église occidentale, l'orthodoxie est restée plus méfiante, mais au contraire, l'Église encourage les remariages, parce que, justement, pour ne pas laisser les femmes seules avec des enfants, etc. Et puis, surtout, a fait obstacle aux adoptions, car l'adoption, c'était, au contraire, une pratique courante, on le voit dans la société romaine, puisque est enfant celui que je reconnais comme tel. Donc pourquoi simplement l'enfant sorti du ventre d'une femme que j'aurais fécondée? Et l'adoption à Rome était faite surtout tard. Elle servait à régler des héritages pour être sûr d'avoir un héritier capable de vous succéder. Autant prendre quelqu'un qu'on a connu à l'âge adulte. C'était ce qu'on faisait ce que César a fait avec Brutus, etc. Et bien d'autres. C'était donc une pratique tout à fait commune. Et l'adoption qui a existé d'ailleurs dans la plupart des sociétés antiques. Or, elle disparaît dans la société chrétienne. On n'a pas de texte véritablement où l'Église condamne l'adoption. Vraisemblablement, il y a eu, disons, collusion entre un système qui effectivement arrangeait les affaires de l'Église, car l'explication de Goody est un peu une explication policière, c'est que l'Église, elle avait besoin de faire obstacle à la transmission pour attirer des héritages. C'est que surtout l'Église des premiers temps, les premières communautés, il fallait prendre en charge tous les gens, il fallait attirer des patrimoines. D'où cette élaboration d'un système qui ensuite a continué à se reproduire sans avoir, en perdant sa cause initiale. Mais effectivement, chose étrange, même durant tout le Moyen-Âge et jusqu'à la Révolution, l'adoption est quelque chose, en particulier en France, mais dans la plupart des pays d'Europe, qui n'est pas prévu par le droit et à quoi les gens répondent. Il y a des semi-formules, on pouvait prendre des enfants pour l'honneur de Dieu, c'est-à-dire des enfants qui avaient été abandonnés, qui avaient été mis à l'hospice, c'était fait dans les grandes villes, à Lyon, à Paris, à partir de la Renaissance, et on pouvait les adopter, c'est-à-dire les élever, les doter, mais on ne leur transmettait pas le nom et ils ne devenaient jamais héritiers. Ils ne rentraient jamais dans la filiation. Et c'est au moment de la Révolution que les choses ont changé, d'abord parce qu'il fallait faire l'inverse de ce qui existait avant, parce qu'il y a au contraire une fascination pour le modèle romain, et il y a des grands débats dès la Constituante, surtout parce qu'on pense que l'adoption permettra le nivellement social, c'est-à-dire ça permettra à des gens riches d'adopter des enfants pauvres et ainsi à redistribuer. Et des mesures sont prises en faveur de l'adoption. Et au moment de la rédaction du Code civil, où on est revenu sur une grande partie des mesures révolutionnaires, Bonaparte, curieusement, qui a fait supprimer beaucoup de choses, était favorable à l'adoption, pour des raisons personnelles, puisque vous savez que Joséphine, apparemment, ne pouvait pas avoir d'enfant. Et il aimait, dit-il, ce procédé qui singe la nature, si bien que l'adoption a été maintenue, mais très limitée. On ne pouvait adopter, d'abord, il fallait avoir au moins 40 ans pour adopter un enfant, même. On ne pouvait ensuite l'adopter complètement qu'à l'âge adulte. Il fallait une raison particulière, je ne sais pas, qui vous ait sauvé la vie ou autre. Enfin, des conditions tellement exceptionnelles que les adoptions sont très peu nombreuses. La loi s'est un petit peu ouverte. Elle s'est surtout ouverte après la Première Guerre mondiale, parce que là, il y avait effectivement il y avait des orphelins, mais au XIXe siècle, curieusement, on voit le nombre des abandons d'enfants augmenter, et je termine, et les demandes d'adoption n'augmentent pas. Curieusement, l'adoption a augmenté très lentement jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, où là, elle augmente un peu régulièrement, mais c'est surtout la reformulation de la loi Foyer,
c'est-à-dire la loi de la pleine adoption, qui permettait de transmettre à l'enfant le nom, c'est-à-dire de se l'approprier complètement, de le faire rentrer dans une filiation pseudo-biologique qui a déchaîné ou qui a coïncidé avec une fièvre d'adoption qui depuis est au contraire intense et dramatique, parce que c'est un moment où il n'y avait plus d'enfants abandonnés, plus d'enfants adoptés sur place, et il fallait aller les chercher ailleurs, etc. Ce qui donne à penser que finalement, dans cette perception de ce rapport entre l'adoption et la filiation, dans ce besoin d'adopter, comme dans beaucoup de choses qui expliquent les comportements actuels à l'égard de la procréation, le recours aux techniques de pratique assistée, c'est finalement la volonté à tout prix de sauver la continuité biologique, la filiation biologique qui revient, ou de la mimer complètement, de se l'approprier. Alors derrière, ce n'est pas, il n'y a pas de biologisme particulier, mais je dirais une sorte de vitalisme, quelque chose qui vient de loin, puisque les résistances à l'adoption venaient en partie des lois barbares, à une sorte de valorisation très forte du lien consanguin, mais sans doute cette idée qu'il faut faire un enfant, peut-être un enfant pour soi seul, non pas par une volonté de propriété, mais parce qu'il y a là une nécessité de rendre la vie qu'on a eue. Et je pense qu'on ne peut pas sans cela comprendre les formes exubérantes, on peut dire, de la revendication de formes de procréation particulières, comme les couples homosexuels, par exemple, qui veulent avoir des enfants biologiques ou des choses de genre. Voilà, je m'excuse, j'ai été un peu long. Merci, non, je pense que c'était important que le premier exposé soit comme ça, très complet et pour ces questions. Et évidemment, on aimerait le troisième volet, c'est-à-dire donc filiation, sexualité, procréation, c'est-à-dire après arriver au... peut-être... Moi, je pense que chaque exposé, dans notre itinéraire de séminaire, il faut essayer de saisir ce qui nous apporte. En tout cas, plein de choses là, mais en tout cas, une chose quand même établie, c'est cette espèce d'illusion à chaque fois, à chaque période, peut-être à chaque génération où ces problèmes se reposent, l'illusion que tout démarre de zéro et qu'on quitte la nature pour aller vers une culture dangereuse ou pour la mettre en péril. Ça, c'est une illusion que à chaque fois les historiens rappellent, mais qui sans cesse revient. Alors, Georges David, vous avez une carrière assez extraordinaire et vous avez en fait accompagné depuis 50 ans toute l'histoire, et créé même, de la procréation assistée. Je vous invite à prendre la parole et aussi peut-être à nous faire aussi le bilan de toutes ces décennies et de cette carrière extraordinaire. Merci pour cette occasion d'intervenir à côté d'André Burguière. Je dois dire que lorsque nous avons eu notre contact préparatoire, j'ai senti que vous auriez sans doute préféré que mon exposé soit fait en premier et vous reprenant ensuite. Et après vous avoir entendu, je comprends parfaitement ce point de vue, parce que mon champ d'observation est à l'échelle du vaste panorama historique qui vient de nous être dessiné, terriblement étroit, mais en même temps avec une certaine accélération des pratiques, une certaine accélération je crois, des évolutions sociales, et en tous les cas un formidable emballement technique. Et n'ayant absolument pas cette richesse, ce bagage historique que vous avez, j'ai abordé, en essayant de réfléchir un petit peu en dehors du niveau technique, j'ai abordé les progrès technologiques en les comparant à ce qui était juste avant pour essayer d'une interprétation. Et vous allez le replacer dans ce cadre beaucoup plus large. Mais enfin, la discussion vous permettra de le reprendre. Alors, pour illustrer ce qui était annoncé par Madame Naungrap, à savoir
le rôle de l'enveloppement culturel sur le développement des techniques et inversement les percées, pour reprendre votre terme de déchirure, les percées de l'enveloppe culturelle qu'ont apporté les développements techniques. Je voulais prendre trois exemples parce qu'ils sont justement tout à fait contrastés et que, vu alors dans notre instantanéité actuelle, c'est vécu par la société, c'est vécu peut-être même par les acteurs de cette, cette percée, comme étant une période où tout d'un coup, c'est la technique qui conduit le bal et qui fait tout évoluer. Or, il me semble, et pour ne juger encore une fois qu'avec un point de vue étroit, que c'est tout à fait faux et qu'il y a ce jeu réciproque de la culture, de l'enveloppe culturelle et de la technique. Et trois exemples que je prendrai successivement. Premier exemple, c'est la contraception. Je pourrais être extrêmement bref, parce que vous l'avez parfaitement bien situé. Deuxième exemple, ce sera l'insémination, l'histoire de l'insémination artificielle. Et troisième exemple, ce sera l'histoire de la stérilité masculine. Alors, la contraception, par son antériorité historique, vous l'avez senti là tout de suite, et par l'étendue de son application maintenant au travers de tous les continents, mérite sans doute d'être citée en premier. Alors je reprends pour l'histoire française les apports, et donc je n'ai pas besoin de creuser. Il est manifeste que les études de démographie historique nous ont montré que ce désir de contrôler la naissance a existé depuis longtemps, et que, pour ne reprendre que l'époque moderne, depuis la Renaissance, il y a eu successivement une inaction par l'âge au mariage, n'est-ce pas, qui n'était peut-être pas évoquée, et ensuite, en dehors de l'âge au mariage, et avec en contrepartie la rigueur très très grande du non-rapport antérieurement au mariage, parce qu'autrement ça n'a pas d'efficacité. Ensuite, les études et l'indicateur majeur qui est celui des démographes historique, qui est ce que vous évoquiez, c'est-à-dire la distance entre deux naissances, d'espace intergénésique, dès lors qu'il s'accroît, ça traduit bien entendu l'application de méthodes contraceptives. Eh bien, je pensais que c'était seulement au cours du XVIIIe, vous dites que c'est un petit peu antérieur, que c'était même le XVIIe. Ça commence, comme vous le disiez, dans les villes principalement, et dans les classes aisées, ça se répand. Et bien entendu, dans toute cette période, la médecine n'y est pour rien. Elle est tenue tout à fait en dehors, me semble-t-il. Elle interviendra beaucoup plus tard. Et c'est ce qui est d'intéressant, c'est qu'elle n'intervient pas n'importe où, la médecine. Elle intervient aux États-Unis, dans un milieu d'église réformée, où le mouvement féministe est extrêmement actif. Et début du XIXe siècle, le mouvement féministe se manifeste et revendique le droit à la limitation des naissances. Et c'est ce mouvement qui va tout d'un coup percevoir que les progrès qui sont en train d'être faits dans ce début du XXe, les progrès qui sont en train d'être faits dans la compréhension, j'ai dit 19e mais c'est 20e, dans la compréhension du mécanisme du cycle menstruel, connaissance des hormones, les commandants, qu'il y a là sans doute un moyen de prendre en charge d'une manière beaucoup plus efficace que par les techniques naturelles précitées, de prendre en charge, de réaliser cette limitation des naissances. Et c'est l'animatrice de ce mouvement pour la limitation, féministe tout à fait convaincue, Margaret Sanger, qui, aidée de la richesse de son ami Cormick, vient trouver Pincus, l'homme qui était en tête dans les recherches, et lui dit « Mais
Vous devez avoir maintenant les moyens, vous savez comment s'enchaîne dans les événements naturels le cycle, vous avez les hormones, eh bien, vous avez de quoi passer à la pratique. Et c'est ainsi que naîtra la pilule, le terme ayant été issu d'une imagination que l'on retrouve dans le meilleur des mondes et le contrôle général, n'est-ce pas, et qui deviendra adopté lorsque ça va être réalisé après dans les années 50. Et ce que l'on voit à ce moment-là, c'est une relative, me semble-t-il, je parlerai beaucoup et je parle tout le temps sur votre contrôle, c'est pour ça que j'ai tendance à me tourner vers vous, que l'auditoire m'excuse. Je sens qu'il y a le contrôle à ma gauche. Je trouve que l'expansion de la contraception est relativement rapide, de cette contraception technique cette fois, parce qu'elle était attendue, elle était demandée et elle s'inscrit dans un désir tout naturel de la société qui fait sienne et qui vient chercher la médecine pour en obtenir le moyen. Alors, avec l'insémination artificielle, le deuxième sujet, on a exactement l'effet rapport culture technique tout à fait inverse. Parce que ce qui commence à poindre, c'est la connaissance, la découverte du procédé. Et le procédé, on comprend qu'il ait pu être découvert il y a presque 3 siècles, parce qu'il est d'une simplicité extraordinaire. Ce qui fait qu'on retrouve le concept d'insémination artificielle rapporté dans le premier journal scientifique international, un équivalent de notre Nature actuelle, anglais, les Philosophical Transactions, et qui raconte indirectement la première insémination a été proposée par un très célèbre chirurgien anglais, John Hunter, qui a proposé cette technique, mais ça a été relaté dans un article qui a été écrit par un de ses élèves et ayant trait à l'hermaphrodisme animal. Et dans le texte, on trouve de manière presque anecdotique la relation d'un hermaphrodite, de ce qui est appelé un hermaphrodisme, qui était une fistule sur les voies spermatiques et chez un homme, et pour lequel John Hunter a dit mais il n'y a qu'à ramasser le sperme, puisqu'il a un sperme au moment de l'éjaculation qui fuit, qui n'est pas introduit donc dans le vagin féminin, ben, il n'y a qu'à le ramasser et puis l'injecter dans telles conditions. Le concept, c'est à lui qu'on le doit. Et il n'est pas innocent de constater que la première réalisation ensuite décrit tout à fait indépendamment, il n'y avait pas de connaissance, probablement du fait de la publication très contournée, très dissimulée de Hunter. C'est quelques années après, juste après la Révolution, qu'un médecin français, Michel Augustin Thouret, qui s'était fait un nom d'abord au moment du magnétisme, et qui surtout un nom parce que ça avait été au moment de la Révolution, il s'était montré extrêmement actif, et d'ailleurs il en est récompensé parce que lors de la reconstitution de la faculté de médecine, pardon, à l'époque on dit de l'école de médecine, c'est lui qui est le premier directeur de l'école de médecine de Paris. Et alors que l'histoire anglaise, on peut la situer indirectement environ 1780, la date étant approximative. Là, on a une date précise parce que Thouret publie un opuscule en 1803 exactement et qui est intitulé « Application à l'espèce humaine des expériences faites par Spallanzani », le célèbre abbé, vous savez, qui a peut-être travaillé la fécondation sur les batraciens. Alors, des expériences faites par Spallanzani sur quelques animaux relativement, alors c'est l'espèce humaine, relativement à la fécondation artificielle des femmes, ou résultat d'une expérience qui prouve que l'on peut créer des enfants avec le concours des deux sexes, mais sans leur approche. Alors il donne, lui, si John Hunter avait eu l'idée, lui, Thouret, rapporte la première observation relatée d'une jeune femme de 25 ans, chez qui il obtient stérile depuis 4 ans, chez qui il obtient une grossesse par
par 3 inséminations étagées tous les 15 jours. Et d'une part, il donne une très minutieuse description de la technique, mais surtout ensuite, il énumère toutes les indications possibles de sa découverte. Et alors on y voit que l'on retrouve les raisons pathologiques que nous connaissons et que nous avons largement étendues maintenant. Et à l'époque, c'était des défauts anatomiques masculins ou féminins qui empêchaient le véritable rapprochement, ou s'il y avait rapprochement qui empêchait le contact du sperme avec l'ovocyte. Mais il y ajoute aussi beaucoup d'autres indications qu'il imagine, que l'on dirait aujourd'hui des indications de convenance, et en l'occurrence, quand je vais les énumérer, que l'on pourrait dire plutôt des indications d'inconvenance. Parce que c'est diverses raisons qui pourraient justifier, selon lui, une insémination artificielle. Et lorsque la femme, pour des raisons très, très diverses qui vont des odeurs à l'aspect physique, etc., suscite chez le mari du dégoût au mari pour sa femme. Alors ils sont rangés différents défauts de présentation physique ou de comportement, voire simplement des oppositions dans les humeurs, les goûts, les caractères, les convenances, les opinions ou les habitudes. Alors, vous voyez que lorsque de notre temps plus récent, maintenant, on s'étonne des indications de convenance, eh bien sans doute que la grande libération de la Révolution, et Thouret était bien placé pour ça, lui permettait de ne pas faire de distinction entre les indications purement médicales et puis des indications de contenance. Alors ces deux précurseurs n'ont pas fait de rapport de l'un à l'autre. Je crois vraiment tout à fait innocemment, on le comprend. Mais ensuite, ce qui est étonnant, c'est que pendant tout au long du siècle, du 19e, eh bien, il y a des redécouvertes successives par d'autres, par des médecins, qui redécouvrent l'insémination artificielle. Alors comment l'a-t-on su? C'est parce qu'en 1847, en 1852, en 1861, en 1864, ont été déposés à l'Académie des sciences un pli cacheté de 4 médecins successifs, disant chacun, ben voilà, j'ai imaginé que l'on pourrait répondre à la stérilité en faisant telle pratique, et ils décrivaient avec quelques petites variantes chacun. Alors, le pli cacheté, peut-être pour ceux qui ne seraient pas tout à fait au courant, est une pratique qui préserve en somme le droit de l'inventeur, qui a le droit à tout moment de faire ouvrir ce pli cacheté pour bénéficier de l'antériorité de son invention. Ça existe toujours, c'est tombé très largement en désuétude. Et si ça n'a pas été demandé par lui et par ses héritiers directs, eh bien, 100 ans après, on décachette pour rendre hommage objectivement à la vue prémonitoire qu'avaient eu l'un ou l'autre. C'est comme ça que dans les années 70, du fait de mes occupations, j'ai reçu à interpréter ces 4 plis cachetés. Aucun ne citait bien entendu les 2 vrais précurseurs, donc aucun ne pouvait être crédité d'un apport réel, aucun ne citait des applications. Mais au 4e, ça m'a paru tout de même tout à fait étonnant que ces gens qui exprimaient à la fois un très grand contentement, sans doute justifié parce qu'ils avaient trouvé une technique qui permet de lutter contre la stérilité, la tenaient quasiment cachée, avec juste la précaution de pouvoir dire, si jamais un autre prétendait, avait une telle prétention, mais c'est moi, parce que tenez, voilà mon pli cacheté. Et quand on continue l'histoire de cette insémination, on se rend compte que les premiers articles dans la presse médicale de l'époque ne commencent que tout à fait en fin de siècle, à partir de 1860. Il est assez significatif que le premier article qui traite de ça et qui rapporte une très courte série est signé, et c'est à nouveau une prétention de découverte, mais il est signé de X. Étonnant, vous voyez. Et il faudra attendre encore une quinzaine d'années pour que le fils proclame, vous voyez, c'est mon père qui a signé, qui avait signé cet article. Donc,
Oui, vous devinez bien, ça ne pouvait pas être exprimé, ceci s'est replacé dans le rôle de l'enveloppe. Alors, l'Église, une thèse d'ailleurs fait tout à fait exceptionnelle, une thèse sur le sujet, par l'un de ceux qui, tout à fait en fin de siècle, l'utilisaient beaucoup, fait l'objet d'un refus de la part du jury de la faculté de médecine de Paris. C'était en 1885. C'est-à-dire qu'il y avait non seulement la condamnation catholique, qui va s'exprimer un tout petit peu plus tard, mais qu'il y avait la réticence même de l'establishment médical très influencé. Alors en effet, l'Église catholique se prononce en une condamnation absolue en 1800, formelle de cette pratique en 1897, et cette opposition, alors même que dans les toutes dernières années du siècle, il y avait eu une explosion des pratiques un peu mercantiles, il faut bien l'avouer, cette condamnation formelle change tout à fait le cours des choses. Ça ne stoppe pas la pratique, mais ça la fait plonger dans une totale clandestinité. Et en France, mais par contre aux États-Unis, ça continue à se développer. Alors, dans cette pression mise par le social pour empêcher une technique qui avait déjà un siècle d'existence, la situation avait été extrêmement inégale. En France, donc, effet tout à fait important, la pression reste vive, ça n'est pas admis, ça projette l'insémination dans la clandestinité. Et une dernière remarque, il ne s'agit jusqu'alors l'insémination dont nous parlons jusqu'alors est une insémination qui ne vient pas altérer la filiation, puisque c'est une insémination à l'intérieur du couple. Mais le passage aux États-Unis va donner une idée, c'est le recours en cas de stérilité qui est au-dessus de ces pratiques, c'est l'idée du recours au donneur. Et c'est là-bas que se développe donc au tout début l'insémination artificielle avec donneur. Ça revient en France, mais ça vient s'inclure dans la pratique tout à fait clandestine et dans des filières qui, à l'époque, sont un petit peu parallèles, ce qui est paradoxal, les objectifs étant exactement opposés, des filières d'avortement. Mais en France, pour continuer sur notre microcosme, en 1949, n'est-ce pas, voyez bien combien nous sommes proches à votre échelle, l'Académie des sciences morales et politiques, la branche morale de notre institut, déclare qu'elle considère que l'hétéro-insémination, c'est ainsi qu'on appelait l'insémination artificielle avec donneur, soulève au point de vue moral, juridique et social des objections telles que son emploi devait être nettement déconseillé. Un peu plus loin, que le fait d'intégrer frauduleusement dans une famille un enfant qui portera le nom du père légal et qui s'en croira le fils doit être considéré comme une atteinte aux assises du mariage, de la famille, de la société. En 1957, même pas, ça se rapproche, timide ouverture du milieu médical qui ose, dans la société de gynécologie et obstétrique de langue française, faire un rapport consacré à l'insémination artificielle, globalement. Sous l'angle, c'est intitulé « Études médico-sociales de l'insémination artificielle », ce qui montre bien que l'aspect technique est un, mais qu'il y a aussi tout le jugement porté par ailleurs. Alors elle donne, à l'issue de ce rapport et des discussions, un timide aval à la pratique de l'insémination artificielle au sein du couple, mais elle renouvelle les réserves à l'égard de l'insémination artificielle avec sperme de donneur. Et dans sa conclusion, le rapporteur, cette fois, prend nettement parti et il écrit « Si je reste personnellement opposé à l'IAD, c'est moins par attachement au principe ou par soumission confessionnelle qu'en raison du caractère aventureux de l'opération prise sur un plan strictement médical.
oserais-je ajouter que je vois dans ce geste et dans les circonstances qui l'accompagnent un avilissement, une dégradation ou, pour parler comme Lecomte de Nuit, une méconnaissance de la dignité humaine. Certaines grandes déclarations actuelles ne sont pas sans faire écho à cette condamnation. Voilà. Donc, c'était encore en milieu de siècle. Et c'est la situation que j'ai trouvée dans les années 1970. Il y avait un progrès technique très important qui était la découverte de la possibilité de conserver le sperme, ce qui techniquement avait de formidables avantages et détachait la recherche du donneur et la pratique presque juxtaposée du donneur et de l'insémination chez la femme. Et m'étant intéressé à la stérilité, j'estimais à ce moment-là tout à fait nécessaire, comme un autre médecin, à la même époque, le professeur Netter, tous les deux, confrontés à des stérilités masculines au-dessus de toute possibilité thérapeutique, nous pensions qu'il fallait à tout prix que cette insémination artificielle avec donneur, si tel était le désir des couples, soit prise en charge dans d'excellentes conditions matérielles, techniques, mais aussi éthiques. Alors, ça a été l'occasion avec le premier centre d'études et de conservation du sperme, que l'on résume sous le sigle de SECOS, qui a connu ensuite une diffusion sur toute la France, mais qui était donc né de Paris, dans le laboratoire entièrement consacré à l'étude du sperme et de l'infertilité masculine. C'est là que ça avait été que le projet avait été conçu, et il reçoit une aide très prudente des pouvoirs publics parce que c'était en quelque sorte donner caution que d'introduire la pratique dans le système hospitalier public. Donc on m'a demandé de le faire, mais pas exactement dans le cadre de mon service, en utilisant le subterfuge d'une responsabilité par le détour d'une association de témoins 1901, grande hypocrisie, mais finalement efficace de l'administration. Voici pour l'histoire de l'insémination artificielle avec donneur. Alors typiquement histoire de la technique qui, elle, sort en effet de l'imagination de biologistes ou de médecins, et qui rencontre tous les obstacles que je viens d'énumérer, et que M. Burger replacerait bien entendu dans le contexte social avec plus de valeur. Je terminerai avec le troisième exemple, qui est celui de l'histoire de la stérilité masculine, et je serai très très court, madame, soyez tranquille. J'ai vécu pendant très très longtemps avec la notion implicite que l'histoire de la stérilité masculine, son histoire, sa connaissance, sa découverte alors pour le coup, ne pouvait remonter qu'à la connaissance, et plus exactement du sperme, des spermatozoïdes dans la présence des spermatozoïdes, mais surtout au début de l'utilisation de l'analyse du sperme dans les cas de stérilité. Donc, c'était ébauché par quelques rares médecins en fin du 19e et entré vraiment en pratique seulement vers 1920-1930. Si on m'avait demandé à l'époque de quand ça datait, cette connaissance de la stérilité masculine, c'est la date que j'aurais donnée. Et puis un jour, on m'a demandé de faire l'histoire. Alors avec mes faibles moyens et expériences, j'ai recherché l'histoire de cette stérilité masculine. Et ma grande surprise, en remontant à l'ensemble des grandes références, et en commençant par les Égyptiens, les quelques papyrus égyptiens pour voir de moins 2000 avant notre ère, pour rechercher si on faisait allusion à la stérilité masculine, rien
dans la médecine égyptienne, dans les papyrus égyptiens, petite allusion à une stérilité féminine. Mais par contre, Hippocrate que vous citiez, lui, avec toute sa conception sur l'élaboration du sperme, il y a tout un volume d'Hippocrate qui est consacré à ça. Alors lui commence à bien reconnaître qu'il peut y avoir une stérilité d'origine masculine, stérilité d'origine féminine, stérilité d'origine masculine. Galien, un siècle après, rajoute une notion supplémentaire, c'est qu'il faut distinguer impuissance et stérilité. Alors on se rapproche vraiment de la conception que le sperme, bien qu'il y ait puissance dans le second cas, qui peut n'être pas du tout fécondant. Et donc, cette notion de stérilité masculine, elle persiste de ce fait au travers de la médecine romaine, de la médecine arabe et de la médecine du Moyen-Âge. Et donc, mon ébahissement est extrême quand je réalise en regardant ça que c'était connu depuis très 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 longtemps et qu'il n'avait pas eu besoin d'avoir le microscope pour dire il y a stérilité, et stérilité par sperme, non pas par impuissance, c'est une situation, mais par sperme non fécondant. Alors comment, question, comment ça a pu être perçu? Alors probablement, très probablement, je crois pas, parce que il y a une situation que nous dirions expérimentale maintenant, qui est celle de la castration, utilisée chez les animaux, mais très largement utilisée en tant que substitut diminué du sacrifice humain dans bien des situations. Castration existant également dans le système, dans l'époque romaine, et tout ceci, et chaque fois démontrant bien que si elle est pratiquée après la puberté, elle n'entraîne pas une impuissance, elle permet des rapports sexuels, mais qui, eux, sont non fécondants. Et je pense que c'est ça qui a dû probablement les éclairer, plus peut-être les destructions par infection qui existaient pas mal dans le temps de testicules chez un homme qui avait fécondé puis qui ensuite ne pouvait plus féconder. Quoi qu'il en soit, le fait est là. La médecine, on peut dire, a quasiment toujours su que la stérilité du couple n'était pas uniquement et systématiquement d'origine féminine. Or, en échange, la société, si on regarde ce qui se passe, et vous l'évoquiez dans le mariage, elle a toujours eu sur la stérilité du couple une idée très très monolithique et très simpliste. Si la stérilité c'est la faute de la femme, et d'ailleurs s'ensuit la condamnation et la répudiation, sauf peut-être dans la civilisation égyptienne, et dans toutes les autres circonstances, paraît tout à fait normal. Donc, question, comment expliquer pour le coup cette contradiction, nouvelle contradiction? Silence, ou bien c'est le silence d'une médecine dont on doit remarquer qu'elle était exercée presque exclusivement, mais vous m'avez fait réfléchir avec l'histoire des matrones ensuite, mais ne s'occupait-elle de la procréation et pas seulement de l'accouchement? Enfin, je ne sais pas. Alors, en tous les cas, ou bien silence de la médecine, ou bien surdité et aveuglement de la société, se refusant probablement à ébranler la domination masculine et le seul pilier de la filiation, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Enfin, c'est en tous les cas, je terminerai là-dessus, le troisième exemple de l'influence réciproque du culturel, non seulement sur la technique, cette fois, comme dans les deux premiers cas, mais sur la connaissance fondamentale. Alors, j'ai pris quelques exemples historiques, mais je crois qu'on trouverait tout à fait dans les développements contemporains de la technologie, et les plus récents en particulier, d'autres exemples d'interrelation. Mais je laisse à l'auditoire le soin de soulever sûrement ces questions dans la discussion que j'attends avec grand intérêt. Je vous remercie. Merci à vous.
Et donc, vraiment merci aux deux orateurs. Donc, on a appris beaucoup de choses. Ce qui m'intéresse aussi, ce qui me fascine, et du point de vue des historiens, c'est toujours fascinant, c'est de voir que les adjectifs avec lesquels cette pression venue du social dont vous parlez, et qui ne veut pas qu'on touche finalement à quelque chose, qu'on touche que l'idée, l'imaginaire de toucher quelque chose qui a à voir avec la procréation, ça touche un interdit pour le coup, mais la façon dont on le condamne, c'est toujours la même. Il y aurait une histoire à faire de cette peur et de sa traduction. L'objet change, mais la condamnation, elle est toujours la même. Ça, c'est très intéressant.